Cet instant, cela fait des mois que Bobong l'attend. Des mois qu'il économise pour s'offrir ce tatouage. C'est mon idole, parce qu'il a débarrassé Davao de la drogue et de la criminalité d'une manière exemplaire. Les criminels, les toxicomanes, ils sont tous partis. Aujourd'hui, la paix est revenue à Davao grâce à Duterte. C'est pour ça qu'on l'idolâtre. Les traits qui s'impriment aujourd'hui sur sa chair sont ceux de Rodrigo Duterte, le président des Philippines. Aux Philippines, ce tatouage passe très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Duterte. Certains ont un tatouage de leur idole comme un acteur ou une actrice. Pourquoi pas le président ? Une idole, et même une icône, à la une des magazines du monde entier, pour avoir lancé une guerre sanglante contre dealers et toxicomanes. En un an, plus de 7000 morts, tous victimes des tirs de policiers ou de tueurs à gages qui agissent en toute impunité. Ma campagne contre la drogue ne s'arrêtera pas avant que le dernier dealer et le dernier baron de la drogue soient... Cette campagne de répression a fait du président une star dans son pays. Sur les murs, les vêtements, dans les jeux vidéo, son nom et son visage s'affichent partout. Même son geste de ralliement est adopté. Un an après son élection, celui que l'on surnomme le nettoyeur obtient près de 80% d'opinion favorable dans les sondages. Un record jamais atteint avant lui. Pour comprendre comment est née l'histoire d'amour entre les Philippins et leur président, nous sommes allés à Davao, au sud du pays, là où Rodrigo Duterte a été maire pendant 22 ans, là où tout a commencé. À l'entrée de la ville, un checkpoint accueille les visiteurs. Ok, messieurs, merci beaucoup. Et quelques kilomètres plus loin, des dizaines de militaires sillonnent la place centrale. Autrefois surnommée la capitale du crime, la légende dit qu'aujourd'hui Davao est devenue la ville la plus sûre du pays. En partie grâce à ce service d'urgence opérationnel 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mis en place par Rodrigo Duterte il y a 15 ans. Le seul du genre aux Philippines. Il est 22 h, John Raymond et son équipe médicale sont déployés pour la première urgence de la soirée. Monsieur, bonsoir. Comment ça va? C'est les urgences. Ce vieil homme est diabétique. Il s'est évanoui après une chute de tension. C'est un cas léger. Le patient n'est pas dans un état critique. L'intervention est gratuite. Une exception aux Philippines, où le système de santé est libéralisé, accessible uniquement à ceux qui en ont les moyens. De retour au centre, John Raymond est très fier de nous faire visiter la salle des commandes, où tous les appels d'urgence sont centralisés. Le SAMU, mais aussi police et pompiers. Nous sommes à l'intérieur du centre d'opération d'urgence. C'est ici qu'a lieu le contrôle de Davao, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Plus de 150 caméras enregistrent la vie des habitants de Davao. On a des images en temps réel de Davao. Ici, nous recevons les appels d'urgence. Comme vous pouvez le voir, nous avons un cas d'incendie auquel nous allons répondre avec des camions de pompiers et une ambulance. Une technologie de pointe, financée officiellement par les impôts de la ville. Des équipes qui s'entraînent jour et nuit, encadrées par des militaires professionnels. Le pays entier envie ce système d'urgence. Quand j'étais petit, à l'époque où Duterte n'était pas encore maire de Davao, avant la création du centre 911 de Davao, je ne peux même pas imaginer comment les gens faisaient pour survivre. Le taux de mortalité était très élevé. Ici, au centre 911 de Davao, nous répondons à différentes urgences, des plus mineures aux plus critiques. Et avec toutes les urgences sur lesquelles nous intervenons, je n'imagine même pas comment les gens faisaient sans nous. Dans les rues de sa ville modèle, Rodrigo Duterte a rétabli l'ordre. Il y a aussi défié l'Église, institution ultra puissante dans ce pays où plus de 80% de la population est catholique. Son ultime provocation, avoir imposé ici un programme intensif de contrôle des naissances. Chaque semaine, le planning familial se déplace dans les quartiers déshérités pour inciter les couples à la contraception. Jeudi matin, jour des visites, Léonila et son équipe nous emmènent voir leur première patiente. C'est la maison de Juliette là-bas. Bonjour, c'est pour le planning familial. Combien d'enfants as-tu? Juste celui-là. Ah ok. Et combien prévois-tu d'en avoir? Je ne sais pas encore. C'est important de prévoir ce genre de choses, ok? Rappelle-toi de prendre cette pilule tous les jours pour éviter de tomber enceinte. J'ai amené quelques échantillons avec moi. Donc voici à quoi ressemblent des pilules contraceptives. Souviens-toi aussi de ne jamais laver ou réutiliser de préservatif. Cette scène a priori banale est inhabituelle aux Philippines. À 25 ans, Juliette n'avait jamais entendu parler de préservatif. Je me sens un peu mal à l'aise parce que c'est la première fois que je reçois la visite du planning familial. Je n'ai jamais essayé les moyens de contraception avant. C'est la première fois que j'en entends parler. There are some presidents who are in the position. Les anciens présidents ne voulaient pas promouvoir les méthodes du planning familial Artificial method, family planning. parce qu'ils étaient du côté de l'Église. Because they are on the other side. Mais depuis que Duterte est président, il fait tout ce qu'il peut pour développer les programmes du planning familial. Ça a été très difficile de promouvoir le planning familial. Mais grâce à notre persévérance durant la campagne de sensibilisation, beaucoup ont finalement adhéré au programme. Il y a même un homme d'église qui s'est fait opérer d'une vasectomie récemment. Avant de poursuivre les visites, Léonila s'arrête chez le voisin de Juliette, un ancien patient. Bodjer a 7 enfants. Sa femme, Roselyne, n'a pas encore 30 ans, alors le planning familial lui a offert une opération de stérilisation.
Monsieur, vous n'avez pas eu de problème depuis l'opération? Non, aucun. Ok, c'est parfait. Quand on lui a proposé cette option, Bodger n'a pas hésité une seconde. Si j'ai pris la décision de subir une vasectomie, c'est parce que notre famille n'a plus beaucoup d'argent. Ma femme est encore jeune et je ne peux pas imaginer avoir un autre enfant. C'est pour le bien de notre famille. On n'a même pas assez d'argent pour s'acheter une pilule par jour, alors qu'elle ne coûte que 60 centimes d'euros. C'est si cher que parfois, ma femme ne la prend pas pendant 3 jours. Puis, quand j'ai de nouveau un peu d'argent, elle en prend 3 d'un coup pour compenser. Entièrement subventionné par la mairie de Rodrigo Duterte, ce travail du planning familial a fait chuter le nombre d'enfants par femme dans le quartier. Une façon de soulager la misère des familles. Manille, la capitale. Ici, le président a tenu sa promesse d'y rendre les quartiers aussi sûrs que ceux de Davao. Un an après son élection, la guerre faite aux dealers et aux toxicomanes a chassé le sentiment d'insécurité, comme ici, dans ce gigantesque bidonville de Quezon. Noël est à la retraite, mais en soutien au président, il coopère bénévolement avec les officiers de la police de quartier. Sa mission, surveiller les toxicomanes qui se sont rendus aux autorités. Il est ici? Oui, John Ray est là. John Ray. On vient pour voir ceux qui se sont rendus pour vérifier comment vous allez, voir si vous avez vraiment changé ou si vous êtes retourné à vos mauvaises habitudes. Tu consommes encore? Non. Ça fait combien de temps que tu as décroché? Des mois. Tu fais quoi comme métier? Je vends des légumes. C'est bien que tu travailles, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Je ne suis pas d'accord avec les meurtres, mais si c'est nécessaire pour éradiquer la drogue... Il est pas mal, Duterte. Il a changé beaucoup de choses. Il y a moins de vols à l'arraché. Et donc tu l'aimes bien? Oui. Noël est là pour aider, mais aussi pour espionner. Excusez-nous. Dans ce dédale de ruelles, autrefois repère des plus grands dealers du quartier, il incite chacun des repentis à la délation. Le capitaine va te convoquer. Il a peut-être des aides à te donner. On va essayer d'éradiquer complètement ce problème de drogue. Il faut coopérer avec nous. C'est vous qui connaissez le terrain. Si vous avez des infos, il faut nous les donner. Ça pourrait beaucoup nous aider. Si la méthode est parfois contestable, pour Noël, le résultat est là. La criminalité a baissé de presque 50% ici depuis la prise de fonction du président Duterte. Les gens du quartier, du moins ceux qui n'ont rien à se reprocher, sont contents de voir cette baisse de la criminalité. Personne n'est amer, pas même les familles des victimes, parce qu'elles ont encaissé le fait qu'un membre de leur famille soit impliqué dans la drogue. Icône du peuple, star des bidonvilles, Rodrigo Duterte a conquis le cœur de la frange la plus pauvre des Philippines. Mais il sait aussi attirer les faveurs de l'élite. Briente Mendoza est réalisateur. Chef de file du cinéma philippin indépendant, ses films ont été plusieurs fois récompensés au Festival de Cannes. Tombé sous le charme de son nouveau président, le cinéaste a réalisé gratuitement plusieurs films publicitaires pour le compte du gouvernement.
À quelques kilomètres de la capitale, nous le retrouvons sur un tournage. On peut tourner par là-bas, ça peut être bien. La guerre antidrogue de Rodrigo Duterte lui a inspiré le scénario d'une série télévisée. Cet après-midi, il tourne un épisode centré sur le personnage de Yak, une toxicomane qui s'est réfugiée dans son village natal pour échapper à la police. On va par là maintenant. Une scène de fiction pour dire une réalité longtemps cachée. Ici, 2% de la population consommerait de la méthamphétamine, selon l'agence de lutte antidrogue. Ne faites pas n'importe quoi, mettez-le bien. C'est encore mouillé. Et celui-là? Rufa, donne-moi du gel pour ébouriffer ses cheveux. Un problème ignoré jusqu'à maintenant. Alors pour le réalisateur, il faut relativiser les critiques adressées à Rodrigo Duterte. Moi, je peux voir l'effet positif de cette guerre contre la drogue, mais les médias ne montrent que les meurtres, les bavures. Il faut peser le pour et le contre, parce que sinon, le public ne voit plus le côté positif. Il ne finit par voir que le décompte des victimes. Peut-être qu'il y a des milliers de bavures, que ça existe, mais en retour, combien de familles ont été sauvées de la drogue? Défendre coûte que coûte le président et sa politique, certains en ont fait leur travail ou leur passe-temps favori. On les appelle ici les Dutertards. Les plus virulents d'entre eux se trouvent sur Internet. Dans ce pays ultra connecté, les gens passent 11 heures de plus que la moyenne mondiale sur les réseaux sociaux. Facebook est devenu la principale source d'information. Sur leur téléphone, les Philippins sont assaillis par des centaines de fausses informations en faveur de Rodrigo Duterte. Les Saoudiens demandent à Duterte de devenir leur roi à la fin de son mandat. Les Nations Unies désignent Rodrigo Duterte ambassadeur mondial de l'antiterrorisme. Duterte est le premier président au monde à recevoir un coup de téléphone de Donald Trump après les élections. Ces articles proviennent de sites internet News TV BBC, News CBN TV ou même CNN News. Des noms aux sons familiers qui rappellent des grands groupes de presse, mais qui sont en fait des contrefaçons. À leur commande, des milliers de petites mains, salariées par le gouvernement, mais aussi bénévoles. Des Dutertards prêts à tout, y compris terroriser et harceler les moindres voix dissonantes. Informés de notre reportage, certains nous ont même menacés. Brûle Raymond, va te faire foutre. On devrait faire descendre ces Européens, c'est tout ce qu'ils méritent. Pendant des semaines, nous avons tenté d'en rencontrer un. Aucun d'eux n'a accepté de témoigner. First, I'd like to welcome all of you to Cet homme est la victime récurrente des Dutertards. Peintre et comédien militant, Carlos Celdrán organise chaque samedi des visites touristiques du vieux quartier de Manille. Les gens préfèrent toujours un homme qui a un pistolet, pas un stylo. Ces visites très populaires sont pour lui l'occasion de glisser de timides allusions au président. Carlos est l'un des rares Philippins à avoir exprimé publiquement son opposition à Rodrigo Duterte. Le changement commence avec vous, sur Internet. Ce soir, le guide rentre chez lui. Mais pendant longtemps, Carlos s'est empêché d'emprunter ce trajet. Cible numéro 1 des Dutertards, il s'est exilé plus de 6 mois en Thaïlande, effrayé
par la quantité de menaces reçues sur les réseaux sociaux. Je dirais que j'ai reçu plus d'1 millier de menaces durant la campagne. Je n'ai pas pu toutes les enregistrer parce que je recevais plus d'1,5 million de visites sur mon site par jour. C'est un nombre que je n'aurais jamais imaginé atteindre dans ma vie. Ça montre clairement que j'étais ciblé. Des mots violents et intimidants. Profite tant que tu peux parce que nous allons bientôt exposer ton corps sans vie aux médias. Je te défie dans un combat à mort, où tu voudras, quand tu voudras. Et voici Benigno Aquino, le candidat et moi. Ces photomontages et ces mots sont les armes d'une nouvelle guerre qui se joue dans l'ombre d'Internet. Rodrigo Duterte a fait des réseaux sociaux sa machine de propagande et son outil de répression. Il est en train d'instaurer un climat de terreur. De nombreuses personnes n'osent pas parler parce qu'elles ne veulent pas voir leur profil sur les réseaux sociaux pollué par des messages de haine et des menaces de mort. Donc ce n'est pas que les gens l'approuvent, les gens ont juste peur de parler. Et cette peur passe par Internet. Internet est devenu une arme. C'est une campagne de terreur financée et très organisée qu'il mène actuellement. Une campagne de terreur où les menaces sont parfois mises à exécution. La sénatrice Leila De Lima a été emprisonnée en février dernier, accusée par le président d'avoir monté un réseau de trafic de drogue lorsqu'elle était ministre de la Justice. Comme elle, Antonio Trillanes est membre de l'opposition. Et selon lui, la sénatrice a été réduite au silence parce qu'elle a osé ouvrir une enquête sur la guerre anti-drogue. Cette procédure leur a permis d'envoyer un message d'avertissement à l'opposition. Je vais essayer de rouvrir une enquête, même si jusqu'à maintenant, toutes mes tentatives ont été stoppées brutalement. Les alliés de M. Duterte au Sénat nous ont bloqués à toutes les étapes pour nous empêcher d'ouvrir une nouvelle enquête. Tant qu'il sera perçu comme populaire, ou ayant le support d'une majorité de gens, il transformera ça en contrôle et pouvoir. En multipliant les manœuvres pour tenter d'empêcher les dérives autoritaires du président, Antonio Trillanes prend le risque de se faire arrêter lui aussi. La prison, c'est la punition à laquelle s'expose chacun des opposants au président. Malgré ça, les Philippines résonnent toujours au son des partisans de Rodrigo Duterte. Comme ici dans cette salle de concert où le Rasta Popong Landero chante son amour au président. Ça fait maintenant 1 an et nous devons continuer d'apporter notre soutien à Duterte parce que c'est notre président. Le gouvernement vient de voter le retour de la peine de mort et de la loi martiale dans le sud du pays. Un pas de plus vers l'autoritarisme qui n'a pour l'instant eu aucun effet sur le taux de popularité de Rodrigo Duterte.